Bienvenue donc depuis la salle de réunion du pôle Aerospace Valley à notre deuxième webinaire au sujet de la thématique de l'export, après celui du mois de mai sur le marché en Chine. Le séminaire d'aujourd'hui est dédié au marché aéronautique en Allemagne en général et forcément avec un focus particulier sur la période post-Covid. Ceci, bien sûr, dans le contexte actuel que vous connaissez et qui nous, au pôle, incite à proposer davantage de pistes de diversification à nos membres, dont les actions en Europe et l'international font partie, j'estime. Mon nom est Thilo Schoenfeld, de l'équipe permanente du pôle, où je suis essentiellement en charge des activités à l'international, dont l'export. Donc aujourd'hui, je tiens à remercier nos deux intervenants de ce matin, M. Hugo Duchemin et Marcus Jungermann, du cabinet Comworks, qui est membre du pôle compétitivité Aerospace Valley et qui sont spécialisés sur le marché aéronautique en Allemagne. Donc vous avez pris l'habitude, je présume, des autres webinaires, vos micros sont coupés. Vous pouvez poser des questions via l'onglet à droite en gris questions. Vous pouvez les poser dès maintenant ou au cours de la présentation et on va transmettre oralement les questions à la fin de leur présentation aux intervenants. Si jamais le temps ne permet pas de poser toutes les questions et surtout de répondre à toutes les questions, tout est enregistré et les intervenants pourront revenir vers vous après le webinaire. Il y a aussi un onglet chat à droite, chatter, qui permet de poser des questions plutôt de nature technique et donc mes deux collègues de l'équipe com vont pouvoir répondre si jamais vous avez des problèmes de connexion, etc. Le webinaire est enregistré et il sera disponible a priori à partir de demain sur la chaîne en replay sur la chaîne YouTube du pôle Aerospace Valley. Et les présentations seront également disponibles via la plateforme Connect et la communauté internationale du pôle Aerospace Valley. Donc, avec cette petite intro, je propose de donner la parole et l'écran à notre premier intervenant, M. Hugo Duchemin. Merci Thilo et merci à Aerospace Valley de nous donner l'occasion de dialoguer avec vous, cher public, chers confrères et consoeurs. Je suis Hugo Duchemin, basé en région parisienne, mais très proche de votre région, que je visite énormément pour le business, logiquement, depuis très longtemps. Vous voyez sans doute aussi sur l'écran mon collègue Marcus. Marcus? Oui. Bonjour. Bonjour aussi de l'Allemagne et merci Thilo et l'équipe de Aerospace Valley pour l'organisation et l'invitation. Je suis très curieux de la discussion après. Et alors, Hugo, bonne chance. Allez-y. Merci. Merci. Donc, vous voyez que nous sommes focalisés sur le développement commercial pour vos entreprises. C'est quelque chose que nous faisons depuis un certain temps. Je vous explique. Mais d'abord, je vous donne une vue générale de ce que nous allons vous dire aujourd'hui. Principalement, ce sera en trois parties. Donc, pourquoi l'Allemagne? Nous avons beaucoup de raisons de vous faire parvenir une image de l'Allemagne très complète sur notre secteur. Par contre, la situation actuelle, est-ce qu'elle doit nous freiner? Mais logiquement, l'Allemagne est touchée aussi. Et c'est peut-être pas une consolation, mais il y a des raisons d'en parler. La sortie de la crise, c'est ce qui nous intéresse le plus, parce que nous le désirons tous, plus que tout. Et donc, nous complétons la présentation avec cela. Vous aurez ensuite la distribution de cette même présentation avec les annexes qui vous donneront encore plus de détails sur ce qu'on va vous dire maintenant à haute voix. Et je peux vous décrire directement ce que nous faisons avec ce slide qui est très simple. Pourquoi la France et l'Allemagne? Eh bien, c'est tout simplement les partenaires économiques les plus puissants réciproquement. Donc, la France est l'importateur numéro 1 en Allemagne et vice-versa. Et donc, nous, pour cela, sommes également complémentaires. Mon passé à moi, c'est Air France Cargo en Allemagne, puis Lufthansa Cargo en France. J'ai fait ça pendant 18 ans en tout, et je vous explique que peut-être facilement que là, j'ai appris comment vendre à un client allemand une entreprise française et vice-versa. Je ne vous cache pas que ce n'était pas toujours facile, mais on apprend de fur et à mesure de bien comprendre les différences culturelles qu'il ne faut pas négliger et certainement pas sous-estimer. Elles sont là, mais il y a moyen de les gérer et plus on a de la sensibilité, mieux ça va.
Donc, Marcus, lui, peut-être que tu veux dire 2 mots toi-même sur ton passé à toi. Oui, certainement. Alors, j'ai quelques expériences de travailler avec pour la France et l'Allemagne parce que j'ai travaillé quelques années avec Airbus. Et avant, j'ai l'expérience de travailler avec Siemens sur l'ARS. Je suis très content de faire la collaboration entre les deux pays et pousser le truc avant. Merci, Marcus. Nous nous sommes connus tous les deux avec l'emploi qu'on avait précédemment avant de fonder notre entreprise. On ira plus dans le détail plus tard, mais nous étions occupés dans la logistique par une grande entreprise qui s'appelait Kühne & Nagel, enfin qui s'appelle toujours comme ça, entreprise allemande, très grande présence en France également. Et nous étions responsables à ce moment-là pour la stratégie aéronautique. Donc voilà, nous la continuons cette stratégie, mais maintenant pour vous. Alors, j'ai l'habitude normalement de vous voir devant moi, n'est-ce pas, ce qui est très sympa, mais ceci peut être sympa aussi, surtout si on peut savoir un peu plus sur vous, cher public, chers confrères et consoeurs. Et pour cela, nous avons préparé un petit sondage pour bien comprendre ce qui est déjà votre expérience jusqu'à présent avec l'Allemagne. Donc, il y a 3 questions qui vont être lancées en parallèle. Je pense que vous les verrez sur votre écran. La première, c'est bien sûr, avez-vous déjà de l'expérience avec du business en Allemagne? La deuxième, en avez-vous depuis plus que 3 ans? Et la troisième, avez-vous déjà un partenariat avec l'Allemagne? Donc partenariat, ça peut être une entreprise partenaire carrément, ou alors un client à long terme qui existe déjà, ou un rôle d'acheteur vis-à-vis d'un fournisseur allemand. Donc, vous êtes en train de lancer le sondage, Thibaut? Voilà, je vois qu'il est ouvert. Vas-y, Théo, tu peux répondre. Donc, je vois qu'il y a des réponses qui arrivent. On vous laisse à peu près encore 30 secondes parce qu'il n'y a que 3 questions. Et ce qui permet donc à Hugo de mieux cerner l'expérience que vous avez vis-à-vis du marché allemand. Tu fermes celui-là, je te pose une autre question. Mais t'es sûr qu'il y a 90% qui. C'est pas grave, parce que les questions, ça t'a pas répondu. La deuxième question. On passe à la deuxième question. Non. Pour ceux qui ont répondu oui à la première. Et la troisième question. Oui. Merci. Donc, on redonne la parole à Hugo pour sa présentation. Merci. Pouvez-vous peut-être nous donner le résultat du sondage? Attendez, on gère la technique. D'accord. Comme ça, j'ai une impression de notre public. Normalement, je donne beaucoup la parole aux clients, donc il est intéressant pour moi d'écouter ce que vous avez à dire. Alors même maintenant que vous êtes en muet, j'aurai quelque chose que vous avez à dire. Je saurai quelque chose sur vous, ce qui est important. La première question, c'était avez-vous une société partenaire ou une filiale en Allemagne? C'est la troisième. Ah, pardon. Hop, excusez-moi. Oui, faites-vous déjà du business avec l'Allemagne? Il y a 73% qui ont répondu oui et 28%. Sur 73%. Sur 82% des votants. Oui. D'accord. Et donc la deuxième, le faites-vous déjà depuis plus de 2 ans?
de 3 ans, pardon, 75% qui ont répondu oui. Et là, il y a eu 16% qui ont voté. D'accord. Et la troisième question, avez-vous une société partenaire ou une filiale en Allemagne? Il y a 58% qui ont répondu oui. Et 38%, très bien. 38% des votants. Ok, voilà. Voilà, merci beaucoup. Alors, ça nous éclaircit énormément. Ça veut dire qu'il y a déjà de l'expérience pour la moitié d'entre vous en Allemagne. L'autre moitié est encore désireuse, sans doute, à augmenter cette expérience ou alors à l'entamer. Merci. Donc, nous allons continuer par les aspects de la grande politique. Le traité d'Aix-la-Chapelle que vous voyez sur la gauche a été signé l'année dernière, en janvier. C'était la continuation d'un traité qui existait depuis 60 ans, qui était le traité de Versailles, et qui signifie politiquement de soutenir et de pousser toutes sortes de coopération entre les deux pays, aussi bien économique que culturelle et autres. Et une des 15 priorités qui ont été définies dans ce traité est le secteur spatial. Donc la recherche, l'économie qui vient avec ce secteur et qui va être subventionné, politiquement renforcé, etc. Pour la coopération. Dans ce contexte, j'aimerais mentionner un programme qui s'appelle ZIM en Allemagne. Donc ceux qui sont déjà éduqués sur l'Allemagne le connaissent peut-être. C'est un programme qui veut dire Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand. Donc le fameux Mittelstand allemand. Et c'est un programme centralisé qui subventionne généralement l'entreprise innovante, avec des projets spécifiques. Donc c'est un des résultats de ce type de traité que finalement, lorsque vous travaillez entre les deux pays, il y a plus de chances d'avoir une subvention. À droite, vous voyez un traité que sans doute tout le monde connaît entre vous, le fameux SCAF, qui a une base de la défense, mais un fort impact aéronautique, on y viendra. Ce projet, également, c'est de la grande politique. Dans la petite politique, entre guillemets, c'est plus compliqué à réaliser. Nous avons fait l'expérience en discutant avec les différents intervenants que ce qui devrait arriver dans les PME qui souhaitent participer dans le programme n'est pas si facile à avoir. Mais il y a des exemples qui montrent que oui, c'est possible. Vous voyez là une photo du Bourget 2019, mais c'est une histoire qui a commencé à la ILA l'année précédente. Donc, d'un salon à l'autre, vous avez une coopération franco-allemande qui s'est créée. Les deux messieurs en arrière-plan sont deux personnes que j'ai remerciées officiellement au Bourget de nous avoir donné une bonne idée, parce que Jean-Pierre Contrel, que vous voyez ici, le directeur général de RAFO, et son directeur commercial, Gabriel Ducroiset, m'ont approché lors de ILA, lorsque nous étions les VIP guides pour les Français qui étaient invités d'honneur. Et nous, à l'époque, nous étions encore chez Kuehne+Nagel, Marcus et moi, membres du BDLI. Et entre les deux, entre le BDLI et le GIFAS, nous faisions la navette. Et du coup, les gens se sont aperçus de cela et ils ont demandé si on ne pouvait pas les aider à trouver des partenaires allemands. Alors, ça nous a donné la puce à l'oreille, évidemment. On s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire ici. Et là, nous l'avons fait, bien sûr, gracieusement, parce que nous étions là pour Kuehne+Nagel et pas pour notre propre compte et pas pour cette tâche-là, mais ça nous a servi quand même, comme on voit. Donc, je vous cache pas que c'est pas nous l'architecte de cette coopération. Je pense qu'ils avaient déjà dû choisir leurs partenaires potentiels. Et quand ils nous ont posé la question, c'était simplement pour sonder encore davantage le marché, pour voir s'il y a encore d'autres alternatives qui s'y prêteraient. Donc ici, Bruno Berthet, président de RAFO, et ici Martin Kröll, son homologue chez Autoflug, que Marcus connaît bien, qui signait le contrat. Donc je trouve ça juste un très bel exemple de comment ça peut se passer. Là, la création de valeur, elle est là parce que on a créé un concept. Les ans, donc RAFO fait des réservoirs. Attendez, j'ai sauté un peu trop vite. RAFO fait des réservoirs. Autoflug fait des capteurs, donc ensemble ils font des systèmes de carburant.
Voilà, une valeur créée entre deux entreprises qui est plus grande qu'on puisse imaginer parce que tout simplement, on ne va pas se combattre, on va plutôt chercher la complémentarité. L'Allemagne, en général, vous avez la carte à droite, des chiffres à gauche. Vous allez me dire, oui, mais c'est beaucoup moins grand que la France, même pas la moitié. C'est vrai. Mais quand vous regardez la croissance, vous voyez qu'en 20 ans, il y a eu énormément de progrès et ça continue. Donc, un marché d'origine déjà intéressant, mais qui va le devenir encore davantage. Comme vous connaissez l'Allemagne, vous savez bien sûr qu'avec Hambourg dans le nord, avec Rolls-Royce et MTU à Berlin, MTU dans le sud, Airbus, hélicoptère à Donauwörth, etc., c'est bien répandu. Donc énormément de fournisseurs qui sont dans toutes les régions, donc pas très polarisé, même qu'autour d'Airbus, évidemment, il y a une grande concentration. Énormément, ce qu'il faut vraiment mentionner, de recherche au niveau de l'aéronautique. Les grandes universités, Berlin, Aix-la-Chapelle, sont d'un renom international mondial. Les gens viennent étudier ici, du monde entier. L'enseignement est essentiellement en anglais dans ces universités. Moi-même qui étais à Aix-la-Chapelle, je sais maintenant que là-bas, alors qu'au fait, l'anglais est encore difficile pour certains d'entre nous, là maintenant c'est langue courante, on enseigne en anglais carrément. Ça, c'est une planche qui nous a été gracieusement donnée par Supply Chain Excellence, une initiative allemande qui est à la base lancée par les différents clusters et qui nous montre ce que ça représente, les clusters en Allemagne ici. Vous voyez, donc il y en a pour tous les lands. Vous connaissez les Länder en Allemagne sans doute. Et donc, les Länder sont très puissants dans la politique, ils ont beaucoup d'autonomie, ils ont des subventions à donner comme en France les régions. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les Länder sont intéressés à voir croître l'aéronautique, alors que traditionnellement, on sait tous que le pays, l'Allemagne est plutôt un pays automobile, mais l'automobile n'est pas tout. Et donc, les Länder subventionnent par le biais des clusters ce qui se passe dans cette industrie. Voilà quelques chiffres pour une vue générale. Il y a énormément de participation allemande dans l'aéronautique du monde. En fait, on peut dire qu'il n'y a pas d'aéronautique sans participation allemande, avec un chiffre plutôt intéressant de la croissance dans les 20 prochaines années. Une main-d'œuvre qui est bien éduquée, comme je le disais, par les universités qui existent, mais aussi par la mécanique, l'apprentissage, qui est un bon système en Allemagne pour apprendre un métier. Et finalement, mais pas sans importance du tout, le DLR. Vous savez sans doute que le DLR est l'homologue de l'ONERA en France. 8000 personnes travaillent dans les différents instituts en Allemagne et dans le DLR. Donc ceci pour souligner que la recherche, oui, elle est très présente, elle est très, très puissante. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pas de bonnes nouvelles, bien sûr. Vous voyez à peu près les mêmes gros titres que pour Air France. Des sommes qui sont mis à la disposition. Je ne devrais pas trop bouger ma souris parce que ça fait bouger les planches. Donc, les subventions sont là, oui. Par contre, Lufthansa quitte le DAX. C'est la mauvaise nouvelle. En même temps, Lufthansa projette de faire 130 destinations déjà ce mois-ci, alors qu'on avait complètement arrêté de voler pratiquement. Ceci dit, Lufthansa a quand même fait du cargo, donc ils ne sont pas restés immobiles, c'est comme Air France, au fait. Donc, pas une bonne image. Et on a fait un sondage, enfin pas nous, mais également Supply Chain Excellence, qu'est-ce que ça représente pour les entreprises? Donc, l'initiative dont je parlais, qui est soutenue par le BDLI et par les clusters, à la demande du BDLI, a fait ce sondage pour savoir ce que pensent les entreprises et à quel point elles sont touchées par la crise. Donc vous voyez là que, alors qu'au fait, un certain nombre d'entreprises, 63%, a bien vu que c'était dramatique, mais puisqu'ils étaient encore en bonne santé,
ne trouvaient ça pas forcément un danger pour leur existence. Eh bien, en 4 semaines, une majeure partie d'entre eux croient que la situation s'est empirée énormément, mais essentiellement. Très peu pensent que ça va encore bien, donc juste 15%, un peu plus. Pour vous dire que les Allemands aussi, alors qu'on attend d'eux qui sont très solides, ben ils sont comme nous en France. Actuellement, personne n'est solide, tout le monde est blessé, tout le monde est touché. Raison de plus pour se réunir, pour sortir de ce gouffre. Les impacts financiers qui sont là, qu'on voit clairement dans les chiffres et qu'on connaît, mais on voit également ici que le long terme est déjà attendu. Il est craint, il est attendu, il est calculable. Nous le savons parce que si Airbus tous, le fournisseur rang 1 devient malade, donc juste la réalité. Là, si on faisait le même sondage en France, je pense qu'il ne serait pas très différent. Donc nous sommes logiquement dans le même bateau. Est-ce qu'on était en bonne santé avant? La réponse, c'est oui. Je pense que là aussi, ça rejoint ce que vous savez de la France. L'aéronautique n'était pas en mauvaise santé. Bon, il y avait des problèmes, c'est clair. Ceux qui étaient touchés par la crise du Boeing 737 MAX le savent mieux que moi. Je sais que certains d'entre vous, je suppose que certains d'entre vous étaient déjà touchés par ça. Un autre problème était la montée en cadence qui ne pouvait pas être suivie par tout le monde de la même façon. Donc, malgré ça, je pense qu'en général, notre industrie était en bonne santé. On le voit ici par les entreprises qui ont répondu oui, excellente santé ou au moins bonne santé. Certains pensent que le manque de liquidité est encore soutenable. C'est encore quelque chose qu'on peut gérer. Mais quand même, une grande partie pense que ce sera très dangereux. Donc le problème, il est financier. Raison de plus pour se subventionner, et on sait que c'est difficile, mais nous espérons que ce sera possible. Voilà. Alors, j'ai pris les gros titres de vendredi parce qu'on a déjà livré la présentation à Aerospace Valley vendredi, mais je pense que cette semaine-ci n'est pas très différente. Déjà, la France et l'Allemagne s'unissent encore davantage pour dire oui, on a besoin de ces subventions, alors qu'au fait, Berlin n'était pas encore très proche de prendre ce type d'initiative. Mais en plus de ça, l'Allemagne, évidemment, elle va lancer pour sa propre économie tout ce qui est possible. Une sorte de New Deal, si on veut, comme Roosevelt à l'époque, quand c'est arrivé à la crise aux États-Unis, dans les années 30. Tout simplement, c'est quelque chose qu'on fait en Allemagne. C'est là, il faut sauver le Mittelstand. Il est un pilier énorme pour l'industrie. C'est le Mittelstand qui souffre le plus, comme les PME et les ETI en France. Et il existe maintenant une intention et une volonté et une décision de créer un réseau qui sert à faire survivre cette industrie au niveau où nous sommes. Autrement dit, l'Allemagne est un bon partenaire à avoir ces jours-ci parce que si l'Allemagne se sauve elle-même, eh bien, elle ne coulera pas forcément aussi vite que s'il n'y avait pas cette volonté-là. Donc, en période de crise, plus que jamais, notre partenariat est d'une grande valeur. Qu'est-ce que nous avons fait, nous, d'ailleurs, pendant la crise, Marcus et moi? Eh bien, évidemment, on a souffert aussi. Le business s'est arrêté. Les salons dans lesquels nous étions prévus n'ont pas eu lieu. Et ceci dit, notre message principal, c'est qu'il faut s'adapter. C'est un message qu'on a donné aussi la semaine dernière vis-à-vis du BBAA, donc du Berlin Brandenburg Aerospace Alliance, dans lequel nous sommes également adhérents. Et voilà une façon dans laquelle nous nous sommes adaptés au marché. Comme nous travaillons également avec la défense, donc qui dit aéronautique dit défense, on a été approché par une entreprise qui fabrique et vend les masques protecteurs. Ils nous ont demandé si on pouvait les introduire à l'armée française, parce qu'on a vu que l'armée française s'occupe du médical actuellement, notamment à l'est de la France. Et
ainsi entamé une démarche qui consistait à voir qui dans notre industrie aurait besoin des masques alors qu'ils n'étaient pas encore présents. Il y avait la pénurie. Et donc, on en a livré grâce au cluster notamment en Allemagne. On l'a mis en ligne aussi ici. Et donc, je pense que si on n'a pas beaucoup vendu de masques avec nos partenaires, on a quand même contribué à baisser les prix. Parce que on a vu qu'il y avait des choses pas possibles qui se passaient, et donc on a donné des prix qui étaient vraiment du marché avant la crise. Et si on a contribué un tout petit peu à ce que notre industrie aille mieux, bah, tant mieux. Et oui, produit marginal, finalement, on a également eu des institutions européennes qui se sont intéressées à ce que nous faisons. Et donc, pendant qu'on parlait là, il y a une livraison à une institution européenne avec des gants de protection. Donc voilà, ça nous a servi un peu aussi, quand même. Ce qui est intéressant dans ce contexte, c'est que on en a mis en ligne avec un portail qui n'existe pas encore vraiment. Ce que vous voyez là, c'est une version bêta dans un portail qui a été créé par Thales il y a 2 ans. Au Salon du Bourget 2019, j'ai été approché par Thales qui me connaissait d'avant pour qu'on voit ensemble s'il serait possible de commercialiser ce portail en Allemagne pour des fournisseurs et des acheteurs qui souhaitent, via un portail centralisé, faire du commerce avec des pièces d'avion, enfin des pièces aéronautiques. Even appartient à Thales, ce qui veut dire cybersécurité absolue. En même temps, Thales est neutre dans cela, donc ça ne s'appelle pas Thales, ça s'appelle Even. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ce portail après la crise, j'espère qu'il va survivre. Mais actuellement, ce que vous voyez là, c'est le seul produit qui existe dans le portail. C'est ironique, mais c'est comme ça. Et ça sert à faire les premiers petits pas, les premiers essais, à faire marcher ce portail. Donc c'est un peu anecdotique, mais ça montre que, en temps de crise, comme dans tous les temps également, il faut rester flexible et voir ce qui se passe pour qu'on trouve son rôle dans quelque chose qui peut être développé commercialement à l'international. Mais passons à une vue un peu plus optimiste et constructive de ce que nous voulons faire. Donc, nous connaissons les obstacles qu'il y avait déjà. La raison de notre existence en tant que Comworks, c'est que il manque encore de l'export. Et ce constat, il n'est pas seulement valable pour la France, mais il est aussi pour l'Allemagne. Les sondages qu'on a vus à Berlin lors du meeting Supply Chain Excellence, Marcus et moi, et Marcus, tu pourras le confirmer, c'est que les Allemands, comme les Français, dépendent des grands donneurs d'ordre qui s'appellent, vous les connaissez tous, hein, en France, Airbus, Safran, Thales, Dassault. En Allemagne, c'est pareil, c'est Airbus, c'est Rolls-Royce, c'est MTU, c'est Rheinmetall, les grandes boîtes allemandes. Donc, au fait, au lieu de se diversifier pour également en dépendre pas uniquement d'un seul client ou d'un seul groupe de clients, et surtout de démarrer l'export, ça ne se fait pas encore. Pas suffisamment en tout cas. Les entreprises allemandes qui ont été sondées estiment que leurs produits sont compétitifs, innovants et donc peuvent acquérir d'autres marchés. Mais la réalité, c'est qu'on ne le fait pas encore suffisamment, alors que dans l'automobile, déjà depuis des décennies, on le fait. Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons, bien sûr. Mais ces obstacles sont là et ils demeurent. Mais je pense que l'urgence de les résoudre est encore plus grande actuellement. Marcus, tu peux souligner? Bien sûr, c'est absolument comme ça. L'intérêt ici en Allemagne est grand et on va voir parce que pour nous, c'est la première question. Pourquoi ne faire pas les choses avec notre pays jusqu'à côté, la France? Exactement. Donc même vers la France, il n'y a pas encore de type d'exportation qui existe dans l'automobile. La transformation numérique, bon, c'est un mot qu'on ne peut plus entendre tant qu'on en parle déjà. On n'en est pas encore très loin. Certains d'entre vous le sont, je le sais, mais ça reste encore la minorité. On en parlait davantage maintenant parce qu'on sait que cette transformation nous servira à baisser les coûts et à dépendre au moins des pays d'outre-mer, à pouvoir mieux gérer en Europe ce qui se passe ici, parce que les processus sont rendus plus lean,
plus efficace et nous permettre, entre humains, de mieux travailler avec notre tête. Donc, c'est pour ça que nous nous sommes également associés avec une entreprise qui fait la transformation numérique, qui vous aide à chercher les meilleurs moyens de digitaliser vos processus. Et c'est pour ça que l'on le mentionne ici aussi, parce que nous pensons que c'est un signe d'espoir. En cas de besoin, nous pouvons vous aider à aller dans cette route. Mais le point le plus important dans tout cela que nous aimerions mentionner, il est ici. C'est le European Green Deal. Dernière nouvelle que j'ai entendue, je pense qu'il y a pratiquement 1000 milliards d'euros, 900 milliards d'euros à peu près, qui sont lancés dans le European Green Deal, parce que la Commission dit que la nouvelle économie est ce que nous souhaitons faire après la crise. On ne va pas retourner vers l'ancienne économie. C'est pour ça que nous subventionnons ce qui est de façon environnementale, mais aussi économique, pointu vers le futur. Du European Green Deal sort le Clean Sky. Je ne sais pas si tous entre vous le connaissez, ce programme-là. Si vous ne le connaissez pas encore suffisamment bien, je pense qu'il est temps d'aller rejoindre les membres industriels, les experts et les centres de recherche et autres qui font déjà partie du Clean Sky. Donc, vous savez tous que la recherche vers la proposition neutre en carbone est là. Nous ne savons pas comment y contribuer parce qu'on ne nous a pas encore donné d'accès à ce type de machinerie. J'ai vu récemment dans la presse une entreprise PME, je pense qu'elle est même de notre région Aerospace Valley, qui s'est plaint que les subventions de 15 milliards d'euros qui ont été déjà débloquées par le gouvernement vont aller principalement dans les grands acteurs, donc notamment Air France à la moitié, et ensuite les gros du marché, sans pouvoir faire participer les PME, les ETI dans ce développement, parce que c'est bien de se lancer dans l'environnemental, mais est-ce qu'on va en vivre tout de suite? La réponse, je pense, elle est non. Ceci dit, s'il existe un moyen qui donne de l'espoir, qui donne peut-être des subventions et peut-être un peu de business quand même, ça vaut la peine de s'instruire sur ce sujet. Cette planche-là, je la dois également à Clean Sky. Je vous dis ça parce que vous voyez ici une petite faille et vous voyez quand vous voyez les années qu'elle se trouve dans les années 2010, 2008, 2009. Pourquoi? Parce que la crise nous a fait produire moins d'énergie, nous a fait moins voyager, autrement dit moins polluer. Quand vous regarderez quelques années plus tard ce qui se passe actuellement, je pense que la faille est encore plus grande. Tout simplement parce que bon, je ne vois pas de consommation d'énergie énorme parce que les entreprises se sont arrêtées. Je ne vois pas d'avion dans le ciel, je ne vois pas de voiture sur la route pendant un certain temps. Ça prouve que il y a une prise de conscience encore plus grande que par les gros titres, tout simplement parce que la population le ressent. Autrement dit, la politique a intérêt à soutenir ce sentiment et la politique le fait. Ceci dit, comme vous le voyez ici, ces chiffres-là excluent encore le maritime et l'aviation. Donc, vous voyez la montée en puissance de la pollution, les émissions de l'aviation, qui ne sont pas évidemment les seules ou les plus fortes parmi toutes les industries, par contre, ont triplé. Ça aussi nous vient de Clean Sky. Et vous voyez ici donc, Clean Sky se base sur Onera tout aussi bien que sur DLR. Hein. Donc, je vous disais, l'homologue de Onera en Allemagne, DLR. Les recherches sont faites et le point crucial dans tout cela, c'est ceci, c'est le TRL. Ça veut dire Technology Readiness Level, donc le niveau de maturité de la technologie. Et nous savons tous qu'il n'est pas si facile de faire monter un avion dans le ciel avec des batteries, parce que les batteries sont lourdes. Hier, j'ai eu la chance d'assister à un webinaire sur le vol à hydrogène,
qui était très bien soutenu, notamment par le président du DLR, Rolf Henke, et qui était très clair, Rolf Henke, sur le fait qu'avant de lancer un moteur à hydrogène dans des hauteurs de 10 mm et plus, il faudrait déjà savoir si c'est une bonne idée. Donc, ceci dit, ça ira jusqu'à dans les années 2030, 2040, 2050, cette recherche-là, mais mieux vaut la pousser maintenant que d'attendre que quelque chose d'autre nous arrive. Donc, la bonne nouvelle, c'est que notre industrie se lance dans le sujet. Ça donne non seulement de l'espoir, mais ça donne également du business et forcément de l'argent. Ceci est donc un produit de l'ancien employeur de Marcus, Siemens, en coopération avec d'autres grands de l'industrie aéronautique allemande, RUAG qui est Helveto allemand, donc suisse-allemand, et le DLR bien sûr. Ceci dit, Siemens nous a fait une très très bonne présentation à Berlin en septembre sur ce sujet-là, sur les vols hybrides électriques, parce que actuellement le plus réaliste à faire c'est cela. En même temps, l'intervenant nous a expliqué qu'il venait de se faire acheter par Rolls-Royce. Siemens a abandonné, enfin pas vraiment abandonné, mais a mis à disposition cette technologie. Rolls-Royce en a pris possession. La bonne nouvelle pour nous, c'est que Rolls-Royce est en Allemagne. Ils sont à Berlin, bien sûr, pour les moteurs classiques, mais ils sont également à Erlangen, là où se trouvait Siemens Aviation. Nous avons donc une autre Rolls-Royce en Allemagne qui est surtout très innovante. Un avion hybride montré ici, fabriqué en série, et qui est le premier vol donc de ce type d'avion l'année dernière, également Siemens. Ceci est un avion test par une société qui s'appelle Apus. Vous voyez le nom quelque part ici, oui. Cette société nous a fait une bonne présentation à Berlin aussi. Nous avons fait connaissance de cette société plus amplement avec un de nos prospects français, un fabricant de batteries, que nous avons présenté à cette entreprise qui utilise bien sûr des batteries pour leurs avions. La propulsion distribuée est une technologie qui est également explorée par l'ONERA. Et ici, donc, par le DLR et par un consortium IVEFA que je vous expliquerai tout de suite. Il n'existe pas encore avec les 6 moteurs, mais on l'a vu avec 4 moteurs. Je pense que ces entreprises-là sont des pionniers qui nous montrent comment il faut faire cette année-ci, l'année prochaine et les années qui suivent. Donc ça va être plutôt vite par rapport à ce que ça représente. Apus, cette entreprise donc, a prévu un vol test pour un moteur hydrogène pour l'année prochaine, 2021. Oui. Voilà, alors qu'est-ce que c'est l'IBFA? C'est tout simplement l'Union d'innovation pour le développement de la propulsion aérienne à émissions réduites. Donc il y a, comme en France, le CORAC et autres, il y a ce type d'union en Allemagne. Je sais que le DLR et l'ONERA coopèrent déjà sur certains sujets. Ce n'est pas encore assez, parce que l'ingénierie des deux pays, tout simplement, est tellement riche que si on la met ensemble, ça donne une formule magique. Et je pense que ça vaut la peine qu'on y réfléchisse et qu'on travaille pour ça. Un des moyens par lesquels nous travaillons sur le sujet, c'est AirTech. AirTech est un salon qui a lieu cette année physiquement à Munich. En tête d'affiche, la décarbonisation du trafic aérien, bien sûr, quoi d'autre. On n'ignore pas le Covid, on adapte le salon, les couloirs seront plus espacés, toutes les mesures de sécurité sont prises. Et la bonne nouvelle, c'est que la politique bavaroise le soutient. Donc, le ministre-président de la Bavière a déclaré que le salon aura lieu. Et vous connaissez les Allemands, quand ils disent non, c'est vraiment non. Quand ils disent oui, c'est qu'ils ont tout analysé, qu'ils savent vraiment que ça va avoir lieu. Évidemment, force majeure exclue. Hein, donc, on ne sait jamais s'il y a une deuxième vague, etc. Mais la décision a été prise, et s'il n'y a pas de deuxième vague qui nous empêche,
ce salon aura lieu. Donc nous y serons, Comworks. Nous vous invitons à nous rejoindre. Nous pourrons vous aider sur place à trouver vos clients. Adressez-vous à nous si vous le souhaitez. Les conditions sont économiques et en fonction de ce que vous souhaitez, on peut vous aider. Et pour vous montrer que les Allemands ne sont pas juste des grosses têtes et des gens durs et ingénieurs, on a prévu de vous donner quelques séquences d'un tout petit film sur un taxi aérien électrique. Et la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est que j'aimerais dire avec ceci que tout d'abord l'union fait la force. It takes us an length vertically. It's fully electric. This is the Lilium jet. This is the first time that we have full-scale, full-weight prototype of that 5-seater version. This is the next step in mobility as we perceive it. What we're trying to achieve is an air mobility revolution. We look at what is possible by the laws of physics. Our principle of maximum simplicity combined with a level of safety is really something that makes us unique. This is the product. There's nothing like this. There's always a risk if you do something new. At some point you have to say, we have tested everything, now let's fly this aircraft. There's just one moment where everything comes together and where it's make or break. This is the everything defining moment for all of us. Taking off in 3, 2, 1. First flights are always crucial, but the launch, of course, for us is just a small piece in this whole process. The testing will go on, the refinement, the engineering will all continue. Voilà. Alors, l'union fait la force, mais l'enthousiasme fait l'union. C'est ce que je voulais vous montrer ici. Donc, une équipe essentiellement allemande, mais aussi internationale, qui s'est réunie autour d'un projet. Vous voyez que cet enthousiasme-là, il vient des projets qu'on dirait impossibles au début, mais qui finalement sont réalisés. L'avion que vous avez vu va faire la navette entre l'aéroport de Munich et la gare centrale de Munich en 7 minutes, ici quelques années. Donc, vous pouvez voir ces deux. Donc là, c'est l'autre vidéo sur les mêmes taxis. Vous verrez ça tranquillement chez vous, si vous voulez bien, si vous avez envie. Mais merci d'avoir déjà vu ce petit aperçu. Thilo, il faut que je vous demande pour l'heure, est-ce que c'est encore on est bon là, ou est-ce qu'il faudra qu'on passe aux questions? Oui, il reste, on va dire, il reste 5 minutes, 6-7 minutes, si on va laisser 10 minutes à la fin pour les questions. Très bien, merci. Donc, on n'a pas besoin de plus que ça. Je vais rapidement terminer notre discours. Marcus, tu peux m'interrompre à tout moment si tu as quelque chose à rajouter. Mais en général, je vous présente ce que nous, Comworks, pouvons faire pour vous. L'Allemagne, avec ses 2000 établissements aéronautiques, c'est notre territoire, tout comme la France. Hein. Donc, dans l'autre sens, Marcus offre aux entreprises allemandes de faire du business avec la France. Nous vous offrons ça ici pour vous.
Le but, c'est bien sûr actuellement de maintenir nos emplois sur tout cela, mais également à longue vue d'internationaliser ce que vous faites, d'internationaliser Aerospace Valley. Nous sommes très reconnaissants d'être adhérents. Voilà, certains de vous ont déjà des filiales, les autres, on vous aimerait vous accompagner à le faire. Nous sommes bien sûr membres ici, adhérents, mais nous le sommes également ici avec Hamburg Aviation qui est donc le cluster autour d'Airbus et Berlin-Brandenburg parce que tout simplement c'est là que se trouve un pôle d'innovation. Il a été défini comme pôle d'innovation pour ce qu'on appelle Emissionsarmes Fliegen en allemand, donc l'aviation à émissions réduites. Du coup, je vais passer vite fait. Marcus, quelque chose à rajouter peut-être? Non, pas pour ce moment, merci. C'est bon, d'accord. Ok, alors ici, nous étions prévus pour Aircraft Interior à Hambourg. Évidemment, ça a été repoussé. On va continuer 2021 à le faire. Nous étions prévus VIP Guide, encore une fois, cette année pour, cette fois-ci, dans notre propre rôle, hein, pas avec Unenagel, mais en tant que Comworks, pour guider les Français dans le IDA, qui sera encore plus franco-allemand que le dernier en 2018. Donc maintenant, ce sera 2021. Et donc, comme on disait, AirTech. Voilà, AirTech, avec vous, Aerospace Valley. Aussi avec le GIFAS qui s'y intéresse d'ailleurs. Donc, je pense que ce sera un très bon salon. J'espère qu'on pourra augmenter la présence française. 12 pays sont déjà représentés. Je suis très reconnaissant d'ailleurs aux entreprises et aux institutions qui nous ont servi à avoir ce type de connaissances maintenant. Donc je vous laisse feuilleter leur page tranquillement chez vous. Vous verrez qu'il y a énormément à découvrir, notamment Germany Works et les GTAIC, c'est en langue française. Vous trouvez, et d'ailleurs la Chambre de commerce franco-allemande à Saarbrück et Francfort vous aide à des conditions extrêmement bonnes à vous installer en Allemagne. Pas seulement nous, c'est également donc nos confrères qui font ça aussi. On n'a pas peur de vous les donner parce que tout simplement on travaille tous ensemble. AirTech Munich, etc. Vous avez tous les liens. Ça c'est nous, vous pourrez relire ça plus tard chez vous. Notre contact il y est. Et donc, les 3 V de la victoire pour vous en Allemagne. Vielen Dank, viel Glück, viel Erfolg. Merci beaucoup, beaucoup de chance et beaucoup de succès. Merci de votre écoute et je suis prêt à écouter vos questions. Merci. Merci Hugo et Marcus. Donc, je résume que les opportunités pour les entreprises françaises se situent surtout dans le domaine de l'aviation à émissions réduites au sens large. C'est-à-dire, on peut inclure aussi les programmes européens comme Clean Sky qui va devenir Clean Aviation. Donc, Hugo, vous confirmez, c'est surtout ce domaine-là où vous pensez qu'il y a une coopération possible entre les entreprises françaises et allemandes? Je pense que c'est un point de départ qui est très clair, qui est exprimé à tous les niveaux, aussi bien politiquement que dans les entreprises qui cherchent des moyens à se faire subventionner. Et ce n'est pas le seul moyen de sortir de la crise, bien sûr, mais l'avantage de cela, c'est qu'on peut le faire tout de suite. L'industrie s'est arrêtée, oui, mais la recherche, non. Donc, si on a une équipe de recherche et de développement qui peut se servir des subventions, qui permet à l'entreprise de survivre un peu plus sereinement, même si ce sera jamais serein maintenant, eh bien voilà, c'est un moyen. De cela découleront toutes les opportunités que nous connaissons. Parce que logiquement, un avion hybride ou électrique ou autre aura toujours un train d'atterrissage, aura toujours des vis en titane, d'avoir des pièces en composite. Donc la recherche en général et les produits que nous avons, qui sont à la pointe de ce qui existe, profiteront de chaque coopération avec une entreprise à l'étranger qu'on puisse imaginer. Le meilleur exemple, moi, ça reste toujours actuellement Autoflug et Rafo, qui sont complémentaires, et je sais que ces complémentarités-là, elles existent aussi parmi d'autres entreprises. Ok, merci. Donc maintenant, je passe aux questions qui ont été posées par les participants.
La première, bonjour. Suite à la crise, l'Allemagne ne va-t-elle pas jouer la carte pro-allemande pour sélectionner les fournisseurs? Qu'en pensez-vous? La réponse, pour être honnête, c'est oui, évidemment. Parce que ils le font déjà. Hein, nous avons parlé de ça tout à l'heure. J'ai bien dit que les Allemands, comme les Français, ils restent entre eux. Tout d'abord. OK, c'est clair. Mais, n'empêche que la coopération est subventionnée. Donc actuellement, on va forcément acheter des pièces standards autant que ça. On va forcer le développement si ça rapporte, si ça nous apporte des subventions. Donc c'est peut-être une occasion de briser notamment cette habitude de rester entre eux en Allemagne et entre nous en France. OK. La question suivante. Comment pouvez-vous aider les entreprises à rentrer au programme SCAF, SCAF? Très bonne question. Et c'est ce que j'évoquais aussi. Ce n'est pas évident. Donc, Autoflow, Grapho ont réussi à entrer dans le programme SCAF parce que le système de carburant qu'ils produisent servira au SCAF. Évidemment, c'est compliqué parce que en fait, les spécifications ne sont pas encore toutes là. En fait, il y en a très peu. Donc, sans avoir vraiment un modèle sur lequel il faut travailler, ils se sont lancés dans le principe. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire actuellement. Il faut déjà préparer le terrain pour ce qui va arriver en spécification en appel d'offres dans le futur. Donc, le SCAF est un programme que nous pouvons, en tant que Commerce aussi, donner accès parce que vous avez vu sur une des photos que nous sommes normalement avec Bruno Fichefeu, qui était là avec nous à la réunion annuelle du BDLI, que nous connaissons bien, qui est le leader du SCAF. Donc, nous pouvons vous informer sur les programmes qui existent et vous aider, le cas échéant, à avoir les contacts qu'il faut pour rentrer dedans. Donc, la réponse est que c'est très difficile, mais que c'est possible. Donc, je propose aux sociétés, notamment Stéphane, qui a posé la question, de nous contacter au côté Aerospace Valley et on va vous mettre en relation avec Comworks. Stéphane, n'hésitez pas à me contacter. Oui, très bien. Super, merci Thilo. Et après, une question de Julien. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner quelques exemples de prestations réalisées pour les jeunes PME françaises? Oui, je peux vous donner un exemple pour une entreprise notamment que nous avons amenée à Berlin, parce que je pense que une des grandes technologies qui devrait être développée maintenant, c'est tout simplement les batteries. Nous savons que les batteries ne sont pas forcément encore dans une technologie qui est bonne pour l'environnement. Nous avons trouvé un fabricant qui fait des batteries sans liquide, donc dont la partie électrolyte est solide et commence à travailler quand elle est visqueuse. Donc cette entreprise-là ne connaissait pas du tout l'aéronautique en Allemagne et le client potentiel allemand ne connaissait pas du tout cette entreprise et cette technologie. Donc nous avons pris l'initiative des invités en Allemagne grâce au BBAA, qui était très intéressé de commencer ce type de coopération. Et nous avons fait un premier pas vers une possible alliance ou au moins une relation de client-fournisseur. Ok, merci. Donc Julien aussi, n'hésitez pas à me contacter. En fait, on se connaît déjà. Et alors, j'aimerais rajouter que donc parfois ça vaut la peine de se déplacer en Allemagne, n'est-ce pas? Donc, il est bien de commencer par des échanges par email, etc. Mais je pense qu'en allant en Allemagne, et bon, c'était pas compliqué à organiser, puisque nous connaissons le pays et puisque vous voyagez aussi en Allemagne vous déjà, ça nous coûte une journée ou deux maximum, et on a brisé la glace, on a fait les contacts nécessaires. Et de là, on peut développer. Merci et Julien vous remercie également. Donc, il y a une question qui s'intéresse plutôt au pôle Aerospace Valley, mais je pense que la réponse intéresse peut-être tout le monde. Est-ce que le pôle Aerospace Valley peut obtenir le webinaire sur le bol hydrogène? Donc, la réponse est oui. On va s'en occuper pour récupérer cette présentation que je pourrais également mettre donc, sur Connect ensemble avec les présentations d'aujourd'hui. Et juste pour information, Aerospace Valley, l'année dernière, au Bourget et avant, on a signé des accords de coopération avec les pôles de compétitivité de Hambourg et de Bavière,
Donc, on a établi des coopérations assez étroites avec ces deux clusters, donc, qui devraient également aider à identifier des pistes de coopération et vous donner des contacts si nécessaire. Donc, une fois de plus, n'hésitez pas à nous solliciter dans ce type de démarche. Il est 11h57. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions de la part des participants. Je n'en vois pas. Donc, reste à nouveau à vous remercier, Hugo et Marcus, pour votre présentation. Merci, c'est réciproque. C'est nous qui vous remercions, Thilo et Aerospace Valley, d'avoir permis cet échange. Et je trouve que Aerospace Valley est sans doute le pôle compétitif qui a le plus de chances dans le monde de s'internationaliser. Tout simplement grâce à l'innovation qui s'y trouve et aussi grâce aux initiatives que Thilo vous faites. Et nous sommes très heureux d'y participer. Merci. Merci et merci également aux participants de votre intérêt en ce webinaire et on vous tient au courant des futurs webinaires sur la thématique export. Merci, bonne journée et bon appétit. Merci. Merci pareillement et bonne chance.